Bonjour à tous et bienvenue dans Lanceur d'Arrête. Merci d'être au rendez-vous de ce podcast dans lequel on aborde le monde du travail et la santé mentale au travail. Aujourd'hui, on plonge dans un univers nouveau pour nous dans Lanceur d'Arrête. On va aborder la réalité de ceux qui viennent nous porter secours et qui font bien plus que nous amener à l'hôpital. Je parle évidemment des paramédics. Je reçois Ariane Bernier et Fred Maheu de l'ATPH, l'Association des travailleurs du préhospitalier. Ensemble, on va parler de leur réalité qui est méconnue et qui est peut-être un peu trop prise à la légère par le gouvernement. N'oubliez pas de donner 5 étoiles à Lanceur d'Arrête ou des reviews positives. N'oubliez pas de partager mes publications sur les réseaux sociaux. Allez, on plonge. Lanceur d'Arrête, c'est parti. Alors, Ariane et Fred, merci d'être avec nous aujourd'hui. On va commencer par se présenter. Alors, Ariane, est-ce que tu peux nous raconter ton parcours, comment tu es devenue paramédic, puis ton parcours aussi au niveau syndical, s'il te plaît? Oui, c'est parfait. Donc, en sortant directement du secondaire, j'étais allée au cégep. J'ai fait mon DEC de 3 ans, puis ça fait maintenant 7 ans que je suis paramédic pour la capitale nationale. Puis ensuite, le parcours syndical, 2 de mes moniteurs de stage étaient à l'exécutif de notre syndicat. Fait que c'est eux qui ont planté des petites graines syndicales dans mon petit cerveau. Puis, ça l'a mûri. Puis, me voilà, ça fait 2 ans que je suis à l'exécutif syndical comme vice-présidente infomobilisation à la TPH. Et toi, Fred? Moi, ça fait pratiquement 20 ans comme paramédic, également dans la capitale nationale. Ça fait maintenant un peu plus de 16 ans dans l'exécutif du syndicat. Donc, on a un syndicat qui est régional et environ une dizaine d'années à la présidence du syndicat. Je me posais la question, puis je savais qu'évidemment, vous n'aviez pas le même bagage tous les deux, mais la question se pose aux deux. Je commencerai avec toi, Ariane. Depuis que tu as commencé comme paramédic, qu'est-ce que tu dirais qui a changé dans le métier? Bien, c'est surtout la surcharge de travail, là. Quand que j'ai commencé, quand je faisais mes stages, c'était de nuit, puis on avait toujours un 2-3 heures d'affilée où ce qu'on pouvait relaxer, on pouvait jaser un peu plus avec les moniteurs de stage, même par moment faire une petite sieste pour se reposer un peu. Puis aujourd'hui, ben, j'ai toujours été de nuit, en fait, sur l'ambulance, puis de nos jours, faire une sieste de nuit sur l'ambulance, c'est inimaginable, là, c'est impensable vu la surcharge de travail qui est vraiment augmentée. Là. Moi, c'est ça qui me frappe le plus dans le métier. Toi, Fred, au-delà de ça, évidemment, que tu as vécu toi aussi, depuis tes débuts, pardon, c'est quoi qui a changé le plus? Il y a énormément de choses qui ont changé dans le parcours du métier. C'est un métier qui est extrêmement jeune. Le métier a pratiquement 40 ans d'années d'expérience. Avant ça, c'était des corbillards. Avec un vrai métier d'ambulance, c'est une quarantaine d'années. Puis dans les 20 dernières années, mais ça a été exponentiel. Donc, toutes les conditions de travail ont énormément changé. Le salaire a pratiquement plus que doublé. Écoutez, on faisait au-dessus de 84 heures par quinzaine. Nous, les horaires de travail marchent aux 2 semaines. Donc, on faisait 84 heures, mais on était payé 78 heures. Et là-dessus, tout l'overtime qu'on faisait, les premières demi-heures qu'on finissait en retard, mais étaient à temps simple parce que c'était normal qu'on finisse en retard dans notre métier. Fait que oui, comme Marianne a dit, la charge de travail était très différente à l'époque, mais les conditions de travail l'étaient aussi et on a fait en sorte que ça s'améliore énormément. D'être capable de vivre du métier, d'être capable de ne pas en mourir parce qu'à l'époque, mais il n'y avait rien qui était sur tout ce qui était la dépression, choc post-traumatique chez les paramédics. Il n'y avait aucun suivi sur la santé psychologique. Si on a mis ça en place dans les dernières années, mais avant, il n'y avait absolument rien. Fait qu'on part là, vraiment d'un métier qui était archaïque à quelque chose avec des professionnels, des gens qui ont étudié, qui ont continué avec la formation continue, des gens qui sont très professionnels, qui sont un peu plus suivis. C'est là-dessus vraiment que ça a changé énormément. Là. Puis là, je vais rebondir sur ce que tu nommais, Fred. Tu parlais de stress post-traumatique. Puis vous le savez, dans le podcast ici, on parle de santé mentale. Au niveau des réalités que vous vivez sur le terrain, c'est quoi que vous trouvez le plus difficile émotionnellement? Ben, je pense que ça vient par la bande avec la surcharge de travail, là, mais il y a beaucoup de fatigue de compassion. On est toujours en train de vouloir aller plus vite avec le ministère qui nous met des temps de réponse. Quand on vient porter un patient à l'hôpital, on a 30 minutes pour remettre notre ambulance à jour pour pouvoir repartir sur le terrain.
ben, je me suis surprise à dépêcher mes patients. Tu sais, quand que la personne âgée veut se faire un petit sac pour aller à l'hôpital, ben, je suis comme, ben là, madame, on va accélérer le processus, tu sais, on va se dépêcher. Mais dans le fond, moi, c'est un appel à la fois. Tu sais, il n'y a rien qui me presse quand je suis sur les lieux de mon intervention. Mais le fait d'entendre toujours un petit peu en arrière la centrale 911 qui cherche des ambulances, puis qu'il y a une surcharge de travail qui est là, mais c'est ça, je me suis surprise à presser mes patients. Ce que je trouve le plus difficile émotionnellement, c'est sûr, c'est de voir beaucoup de misère humaine dans la région de Québec. Des familles, des gens qui sont pas capables de manger, qui sont pas capables de se nourrir, de se vêtir. Ça, c'est extrêmement difficile. Et c'est surtout les gestions de scène qui sont très difficiles. Lorsqu'on va sur des décès, que ce soit attendu, des fois c'est volontaire, mais gérer la famille aux alentours de ça, que ce soit des enfants qui sont décédés, ou extrêmement malades, de gérer l'anxiété, les crises en arrière de ça. Ça, c'est des choses qui, moi, personnellement, viennent plus me chercher, de voir la vraie misère humaine qui est cachée à Québec, mais que nous, on côtoie pratiquement tous les jours. Puis des ça, on est chanceux. Des fois, on réussit à avoir un autre véhicule pour venir nous aider, pour faire de la gestion de scène pendant qu'on peut traiter le patient. Mais c'est de plus en plus difficile compte tenu du manque de véhicules. Là. Le fameux syndrome de la porte tournante, là, fait que diagnostic en santé mentale, finit par consommer de la drogue, prend plus sa médication. Ça finit par des appels au 911 très, très, très fréquents. Puis finalement, on transporte la personne 3 fois dans la même nuit parce qu'elle rentre à l'hôpital. Finalement, elle s'en va, elle se fait mettre dehors parce que ça a des comportements, ça se désorganise et compagnie. Fait que de toujours revoir ces mêmes patients-là avec la même problématique, c'est difficile d'avoir de l'empathie à 100% pour ces gens-là, là, quand on le sait que c'est un peu le système aussi qui les abandonne parce que s'ils consomment, ben, on peut pas les traiter, mais là, il faudrait les envoyer en cure de désintox pour pouvoir justement mener à un vrai diagnostic en santé mentale. Fait que c'est très, très, très complexe. Donc, en fait, oui, vous faites un travail de paramédic qu'on connaît, donc prendre soin puis faire des premiers soins aux personnes pour les transporter à l'hôpital. Mais je réalise que vous avez aussi la charge de... Vous êtes un peu un genre des travailleurs sociaux, vous êtes un peu infirmier psychiatrique aussi dans une certaine limite avec ce que tu disais, Ariane. On va prendre un portrait peut-être plus global de tout le monde. Comment se portent vos collègues, dans le fond? Comment se portent vos membres? En ce moment, ça va pas bien. Non, ça va réellement pas bien. L'atmosphère, le climat est très lourd. Si on parle là, de la caserne de la capitale nationale, les gens sont fatigués, sont tannés. Il y a un mépris du gouvernement immense, que ce soit sur la charge de travail, que ce soit sur le renouvellement de conventions collectives. Les gens là, sont réellement à bout. On le voit lors des moyens de pression, des moyens de visibilité. Les gens veulent le mettre de moins en moins parce qu'ils sont juste tannés. Les appels sont de moins en moins empathiques. Les soins peut-être plus rapides qui auraient dû être des fois. Donc, moins d'empathie vraiment de la part des paramédics. C'est ce qu'on ressent énormément. Là. Il y a quelques années, c'était pas comme ça. C'était beaucoup plus facile de venir travailler. De temps supplémentaire, c'est extrêmement difficile parce que les gens ne veulent rien savoir dans l'enfer. C'est un épisode qu'on a vu dans le passé, qu'on a eu malheureusement des décès associés à ça, des suicides qui sont reliés avec des climats très difficiles comme ça. Fait que là, on est encore dans une période où on doit surveiller beaucoup de nos confrères de travail, ceux qu'on voit le plus souvent. Que ce soit de nuit, que ce soit de jour, on doit porter une attention plus particulière. Heureusement, là, on a des meilleurs outils qu'à l'époque, mais c'est sur le terrain, là, c'est très pénible. On voit les jeunes qui ont moins de 3 ans d'expérience, qui sont déjà à temps plein à l'école, à l'université pour aller faire d'autres choses. Fait que l'ambulance me semble être la parfaite job étudiante pour plusieurs personnes. C'est payant. Tu fais les horaires que tu veux un peu en tant que temps partiel. Puis c'est ça, il y a vraiment un exode là, dans d'autres métiers. Les gens ne veulent plus être paramédics. Il ne manque pas d'ambulanciers, il ne manque pas de paramédics. Les paramédics sont juste ailleurs dans d'autres métiers. Parce qu'on est tabou, puis justement, on a l'impression d'être complètement ignoré par le gouvernement. On nous prend vraiment pour des transporteurs le 3/4 du temps quand on pourrait tellement nous donner plein de belles tâches, puis plein de médicaments, puis plein de soins qu'on pourrait faire. Mais on dirait qu'on est toujours rabaissé à... transporte-le du point A puis du point A au point B. On s'en fout un peu de vous autres. Là. C'est vraiment ça qu'on ressent à plusieurs niveaux sur le terrain. Fait que dans le fond, vous faites face à un métier qui, déjà en partant, est émotionnellement difficile à cause des réalités que vous voyez, à cause du rythme que l'employeur vous impose. Puis on va y revenir, ça, au manque d'ambulance sur la route dans quelques instants. Mais là, ce que je constate, c'est qu'en plus, le mépris du gouvernement vient miner le moral des troupes d'une certaine façon. Alors que moi, je vous entends parler depuis seulement quelques minutes, puis je me rends compte à quel point non seulement votre lutte, elle est juste puis elle est digne, mais elle est urgente. Là.
Là, vous parlez du gouvernement. J'aimerais savoir, des paramédics, est-ce que c'est des employés de l'État? On est une espèce de PPP, en sens qu'un public-privé. Notre employeur direct est un privé. Donc, l'ambulance dans la province de Québec, Montréal est étatisée. Donc, ce sont vraiment des employés de l'État, donc du secteur public à Montréal. Tout le reste de la province, c'est du secteur privé. Donc, soit des coopératives, soit des employeurs privés comme une entreprise privée normale. Nous, au niveau de notre syndicat, d'où qu'on travaille, Québec-Chaudière-Appalaches, c'est vraiment des entreprises privées, mais on est subventionné, donc tout ce qui est monétaire vient du gouvernement. Donc, c'est avec le gouvernement que vous négociez votre convention collective pour le financement. Puis évidemment, qui dit financement dit ressources humaines et matérielles. On va y revenir. En préparant cet épisode, j'ai trouvé une étude qui a été faite par l'Université du Québec à Rimouski qui traitait vraiment directement de l'état de santé mentale des paramédics. Dans le fond, ce qu'ils nous disent, c'est qu'au niveau du trouble du stress post-traumatique, chez les paramédics, on a 18,4 % des répondants qui présentent une symptomatologie compatible avec le trouble de stress post-traumatique, 20,2 % des hommes, 15,8 % des femmes. Et si on compare avec la population en général, on parle de 4 % des Québécois. Donc, vous êtes largement au-dessus, plus de 4 fois plus supérieur à la population générale. En ce qui concerne la dépression, les paramédics, on a 23 % qui présentent des symptômes de dépression douteux à certains, 11 % qui présentent une symptomatologie certaine. Et en 2022, lors de la dernière étude au niveau du Canada, 7,6 % des Canadiens avaient connu un épisode dépressif au cours des 12 derniers mois. Donc là encore, on est plus de 3 fois supérieur. Et dans cette étude-là, ils prennent le temps de bien décrire les symptômes du burn-out. Je vais les énumérer, puis après ça, on va un petit peu commenter sur comment que ça s'applique au niveau des paramédics. Le premier signe, c'est l'épuisement émotionnel. Donc, quelqu'un qui dit « je suis vidé, j'ai plus d'énergie », c'est le cœur d'un burn-out. C'est vraiment un sentiment d'épuisement psychologique et physique causé par la surcharge de travail. Donc, un peu ce que tu disais, Ariane, en début d'entrevue. Le stress chronique, la détresse émotionnelle prolongée, fatigue constante, même après du repos, incapable d'en donner plus. Donc, quand on parlait les heures supplémentaires, ils veulent rien savoir, ben, ça pourrait être un signe de ça. L'irritabilité, trouble du sommeil, de la lassitude. Ça vous parle quand je vous décris ça? Moi, j'ai coché toutes les cases dans ma tête sur des collègues. Là. On le voit à tous les jours, ça. Puis justement, ça vient avec la surcharge. C'est le fait qu'on n'ait pas le temps de décanter après des appels, autant à haut stress traumatique, à haut potentiel traumatique qu'à haut rien du tout. Là, un appel bien banal pour un ongle incarné, mais le fait qu'on c'est tout le temps un après l'autre, ça fait qu'on n'a pas le temps de souffler. Puis à un moment donné, manger ta sandwich sur le coin d'une table, là, ben, ça gruge de l'énergie aussi. On n'a vraiment aucun temps de repos la plupart du temps. T'sais. L'épuisement émotionnel, on est à 44 % chez les paramédics. Un deuxième signe du burn-out qu'on appelle la dépersonnalisation, 69 %, c'est énorme, c'est incroyable. Et à quelque part, c'est un mécanisme de défense du cerveau. Tu t'éloignes de l'émotion, tu as une réaction plus froide. On peut avoir, exemple, du monde qui parle des patients comme des cas, comme des numéros, des problèmes à gérer. Et bon, l'idée, c'est de se protéger un peu pour plus ressentir les choses. Comme les gens le soulignent dans l'étude, c'est pas seulement un signe de fatigue parce que vous travaillez beaucoup puis que c'est intense. C'est aussi un signe précurseur du burn-out. Et le dernier, ben écoute, Fred, tu en as aussi parlé dans le cadre de votre... en lien avec votre négociation avec le gouvernement, c'est la baisse d'accomplissement professionnel, l'impression que ton travail ne sert à rien, le sentiment d'utilité, le sens de compétence. Tantôt, tu nommais, ou c'est toi, Ariane, qui disait on amène les patients d'un point A à un point B, sauf que vos compétences vont bien au-delà de ça. Et donc, je me rends compte, en vous écoutant et en lisant les 3 composantes du burn-out, que des paramédics sur le bord du burn-out ou en burn-out, il doit y en avoir un puis un autre. Je me rends compte aussi que l'attitude du gouvernement, en ne vous traitant pas correctement, en vous donnant seulement 30 minutes d'un appel à un autre pour remettre l'ambulance sur le sens de la marche puis y aller, ça ne vous protège pas, ça contribue au burn-out. La société est escalée, des gens qui auront besoin d'une ambulance, il y en aura toujours. Par contre, la façon dont le gouvernement vous traite, ça peut changer du jour au lendemain s'il y a une volonté politique. Exact. Tu sais, ton point numéro 2, dépersonnalisation, perte d'empathie. Tu sais, la plupart de notre travail, c'est un métier communautaire. Hein. On va
Oui, on va sauver des vies, mais c'est à peu près 10 à 15 % de nos appels. Le reste du temps, c'est vraiment c'est du communautaire qu'on va faire. On va aider les gens. On a besoin d'empathie pour les aider, pour les traiter le mieux possible. Et là, on a un manque là-dessus par certains paramédics suite à l'épuisement parce que le gouvernement, carrément, nous ignore sur tous les fronts. Dernièrement, avec les coupures qu'on vit, tout le monde au niveau du secteur public, ils nous ont coupé des informations sur les médicaments. Donc, c'est sur 2 médicaments, un pour les convulsions, puis un autre pour la douleur. Donc, vous cassez un membre, un bras, une jambe, c'est un médicament qui fait en sorte que vous avez beaucoup moins mal. Vous comprenez que moi, je transporte des gens en gros camions jaunes. Avec les rues de Québec, ça brasse. Quand on a un bras et une jambe de cassé, c'est pas toujours plaisant. Mais ça arrive sud de Québec, en Chaudière-Appalaches, ces médicaments-là, ils les ont depuis plus de 10 ans. Ça fait plus de 10 ans qu'ils les ont. Fait que vous cassez une jambe, l'autre bord du pont, vous allez avoir moins mal, vous allez moins souffrir. Mais à Québec, on allait les avoir, coupure, on arrête ça. Faites comme avant, les gens auront mal, ils convulseront, c'est pas trop grave, prends-le, puis c'est tout. Fait qu'on est capable d'en faire plus, puis on nous empêche d'en faire plus encore pour aider les gens. Puis ça, mais c'est en plus de nous couper toutes les autres ressources, de dire, mangez, prenez vos repos. Tu sais, puis les périodes de repas, c'est pas tant de manger, parce qu'on va manger en 5 minutes sur le bord du comptoir, mais c'est temps d'être capable de se dissocier un peu de la job pour dire, je vais passer à d'autres choses, je vais faire d'autres choses, puis je vais revenir top shape après ça pour faire mes autres appels, pour avoir mes barrières pour me protéger justement des problèmes psychologiques. La Ville de Québec n'est pas capable de desservir ses citoyens comme du monde pour avoir droit à une ambulance. Puis tu l'as dit, on va toujours avoir besoin de l'ambulance, puis ça va être de pire en pire parce que les baby boomers sont rendus aux alentours de 70 ans. Mais c'est des gens qui s'en viennent très malades, qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas, mais c'est des gens qui vont avoir besoin de l'ambulance. La population de la Ville de Québec a augmenté. Donc, des gens, beaucoup, de l'immigration qui s'en viennent, qui n'ont pas nécessairement toutes les ressources qu'on voudrait qu'ils aillent. Donc, des gens, des fois, qui vont être démunis, qui vont venir malades, qu'on veuille ou non. Donc, ils vont avoir besoin d'ambulance aussi. Donc, on doit leur donner le service, puis là, on n'est pas capable de le faire. Il faut vraiment appuyer sur le gouvernement. Allez voir vos députés, écrivez des lettres. C'est le meilleur moyen, c'est de mettre une pression au gouvernement pour leur faire comprendre qu'on a besoin des paramédics en forme, puis des paramédics qui sont capables de faire leur travail. Puis justement, Ariane, il y a une campagne, là, corrige-moi si je me trompe dans le nom, mais vous avez assez pressé le citron. C'est quoi le nom de la campagne? C'est de presser le citron, en fait. Là, c'est qu'on est... Le préhospitalier est le dit citron. Puis on le voit bien dans un de nos collants sur notre ambulance que le citron est en plein milieu, il est dans la presse, puis c'est la CAQ avec l'employeur qui presse justement les employés. Oui, c'est ça, la mobilisation sur le terrain est difficile à faire lever, justement par tout ce qu'on vient de nommer, le mépris du gouvernement, la fatigue sur le terrain, la surcharge de travail. Le punch-in, punch-out est rendu très, très, très populaire. Donc, tout ce qui est des mobilisations en dehors des heures de travail, les gens ne sont pas présents. T'sais. Fait que c'est sûr, c'est très, très, très difficile. On essaie justement de faire justement du PR sur le terrain pour essayer d'aller semer des graines syndicales pour dire que c'est important de se mobiliser parce que c'est avec la mobilisation qu'on change les choses. Mais oui, c'est extrêmement difficile sur le terrain. Là. On le rappelle, je pense que beaucoup de gens sont au courant, mais en tant que service essentiel, vous n'avez pas le droit de faire la grève. Donc, il faut trouver des moyens créatifs de visibilité. On le sait, une grève, c'est quand ça nous dérange qu'on commence à s'y intéresser. Malheureusement, vous ne pouvez pas utiliser cet outil-là. Je me demandais, est-ce que vous avez du support du personnel hospitalier, des gens dans les hôpitaux? Comment ça se passe, la relation entre les paramédics et le bloc d'urgence où vous arrivez? Syndicalement, mais humainement. Comment ça se passe? Au day-to-day, ça va somme toute assez bien. Tu l'as dit, on est soumis au service essentiel. Fait que dans les dernières années, on a réussi à mettre en place une grève de tâches. Donc, on prend la liste de toutes nos tâches et on évalue si oui ou non c'est essentiel de le faire. Et il y a certaines tâches dans la dernière négociation où on s'est mis à toucher au service à l'urgence. Donc, dans nos dernières grèves, ce qui est arrivé, c'est qu'on allait porter les gens à l'urgence et on ne se déplaçait plus avec le patient dans l'urgence. Donc, on faisait notre triage avec l'infirmière. Celle-ci nous donnait un lit. Et là, il devait trouver un préposé, un brancardier pour venir chercher notre patient pour aller le reconduire à son lit, finalement. Ça a créé énormément de bisbilles. Il y a eu beaucoup de chicanes. Heureusement, Ariane et moi, on a pu jaser un peu avec les syndicats. Donc, on était capable avec les préposés d'essayer d'adoucir un peu la problématique puis de leur expliquer pourquoi on faisait ça. Ça a été vraiment plus difficile avec les infirmières.
Puis bizarrement, par la suite, vers la fin, mais les préposés sont venus nous remercier. Parce que au final, il y a plusieurs années, quand moi j'ai commencé, c'était les préposés qui venaient chercher nos patients. Mais là, lorsque dans les urgences, c'est même manqué de personnel un peu, puis une surcharge de travail dans les hôpitaux aussi également, mais là, c'est nous qui se sont dit, on va le faire. De toute façon, c'est pas très grave. On va le faire. On va se déplacer avec notre civière. On va les transférer de patients sur leur lit. On va les aider. Donc, on a arrêté de le faire. Fait que comme je disais comme exemple un peu, c'était, mon voisin, il est malade. Je vais aller faire sa pelouse. Je tombe malade, moi aussi. Fait que je dis à mon voisin, mais je peux plus faire ta pelouse. Je suis malade. Et là, mon voisin qui nous met à nous chicaner parce qu'on fait plus sa pelouse. C'est un peu ça qui se passait dans les urgences. Mais ça a porté fruit dans le sens que l'organisation du travail dans les hôpitaux a été obligée de se refaire. Et dans certains hôpitaux, ils ont refait des postes finalement pour les préposés, puis ils ont réengagé des préposés qui est venu alléger leurs tâches. Donc là, ils sont venus nous voir pour dire « Hey, grâce à votre moyen de pression, ça a replacé certaines choses, puis on a moins d'ouvrages parce qu'on était toujours 2 sur 3, puis là, on est 3 sur 3 préposés à l'urgence, puis ça va vraiment mieux. » On a hâte de voir dans la prochaine grève, donc comment ça va se repasser encore à ce moment-là. Mais les infirmières étaient extrêmement fâchées qu'on ne puisse pas aller les aider. Et pourtant, on ne touchait pas à leur poste. C'était vraiment les préposés qu'on venait toucher le plus. Les infirmières, vraiment peu affectées, mais vraiment très fâchées, incapables de comprendre la situation, pas capables de se mettre à notre place également. Donc, ça a refroidi beaucoup, beaucoup d'ardeur chez certains paramédics à ce niveau-là pour dire, écoute, on s'entendait bien, mais finalement, t'es pas capable de comprendre dans quoi qu'on vit. T'as pas l'air intéressé à le faire non plus. Quand on regardait ce qui se passait dans les urgences, mais les infirmières se levaient pas. Ils faisaient rien d'autre. Ils n'allaient pas aider leurs collègues de travail. Ils comprenaient que nous, c'est pas notre endroit, l'urgence. C'est pas là qu'on travaille. Puis là, on s'est remarqué, mais t'es fâché après moi, mais les préposés, ce sont tes collègues à toi dans la même compagnie, dans la même urgence, puis tu vas pas plus les aider. Puis tu sais, en dehors de la négo, t'sais, ça nous arrive plusieurs fois par corps de travail de se faire dire « Voyons, on est-tu le seul hôpital en Ville-Québec d'ouvert? Comment ça, vous venez encore ici? » Fille, c'est parce par jour, il y a 40 ambulances, puis il y a 5 urgences. Fait que c'est sûr qu'on va revenir plusieurs fois te voir. Je suis désolée de te l'annoncer. Fait que, moi, tu veux que je fasse quoi avec mon patient? Tu veux que je l'amène chez nous? C'est vraiment fâchant, puis c'est tough de rester poli quand ça fait 6 fois que tu te le fais dire dans ton corps de travail. T'sais. C'est vraiment, vraiment difficile. Puis il y en a des infirmières, des infirmiers, c'est des anges. Là. On a vraiment des belles relations, mais c'est certains infirmiers dans la masse que, justement, ça vient tout le temps un petit peu rendre ta soirée un petit peu plus amère. Là. C'est comment que vous faites le choix d'aller vers une urgence plutôt qu'une autre? Est-ce que c'est la distance géographique? Est-ce qu'il y a un service spécialisé? Comment vous décidez? Il y a certains protocoles qui vont faire en sorte que certains types de blessures ou de maladies, on va être associés à un hôpital. Exemple, tout ce qui est traumatique. Donc, les accidents, ça va être soit l'Enfant Jésus, soit Saint-François d'Assise. Les enfants vont automatiquement au CHUL. On parle de neurologie, des problèmes des AVC, je crois comme ça, on va aller à l'Enfant Jésus. Donc, il y a certaines places, le cœur, vous comprenez qu'on va à l'hôpital Laval ou à l'Hôtel-Dieu de Québec. Mais en règle générale, les patients n'ont même plus le droit de choisir leur hôpital non plus. C'est pas nous qui choisissons non plus. Ça va être vraiment le 911, le RMU, qui vont regarder l'achalandage, combien il y a de monde dans les urgences, combien d'ambulances qu'il y a présentement. Donc, est-ce que j'ai 4 ambulances qui viennent de rentrer dans la dernière demi-heure ou ça fait longtemps qu'il n'y en a pas envoyé? Fait que là, c'est là qu'ils vont dire, les RMU vont dire, non, pour ton patient qui est un cas qui est général, on va t'envoyer au CHUL, exemple, ou à l'hôpital Laval qui a de la place ou qui a moins d'ambulances. Moi, j'ai comme une espèce d'idée reçue, puis vous allez me dire si j'ai tort ou pas. Y en a-tu beaucoup du monde qui appelle l'ambulance, mais qui n'en aurait pas besoin? Dans chaque patient qui appelle l'ambulance, la plupart du temps, s'il y a des bonnes intentions, c'est qu'il n'y avait réellement aucune autre option. T'sais, fondamentalement, là, il avait vraiment peur, puis il était au bout de ses ressources. Fait qu'il a appelé le 911, il s'est dit « Il faut que j'appelle quelqu'un qui vienne m'aider, je suis au bout de mes ressources puis de mon savoir. » Mais c'est sûr qu'on a nos petits monos qu'on connaît par leur prénom, qui nous appellent à chaque semaine, puis bon, monsieur un tel, venez-vous-en, on y va, on va à l'hôpital. Il y a aussi le fait qu'on ne peut pas laisser un patient chez lui. Fait que si tu m'appelles parce que tu as une otite, viens-t'en, on y va. Je peux pas te dire, tu as un médecin de famille, tu vas appeler ton médecin de famille demain matin à la première heure, tu vas essayer d'avoir une place. Non, c'est l'urgence là, maintenant, à 3 heures du matin. Fait que ça aussi, ça fait partie de la frustration. Là. On peut pas refuser le transport à quelqu'un qui n'en a pas de besoin. C'est très anxiogène d'être malade, hein? Des fois, je donne un peu l'exemple aux plus jeunes un peu dans la compagnie, des petits nouveaux qui autres espèrent faire de l'urgence puis de sauver des vies un call après l'autre. Puis je l'ai dit tantôt, c'est 10 à 15 % de nos appels qui sont des vraies urgences. Puis le reste, il y en a plusieurs là-dessus qui ont besoin d'aller à l'hôpital. Là. Est-ce que c'est le bon moyen de transport? Peut-être pas, mais c'est très anxiogène. T'sais, on ne travaille pas dans la santé,
ben on ne sait pas ce qui se passe. Moi, souvent, je donne l'exemple, je connais rien des plomberies. Je dis, moi, ça se peut que mon tuyau coule un peu chez nous, puis je vais être en panique, je vais appeler mon père pour qu'il vienne m'aider, puis il va rire de moi parce que j'avais juste à tourner, à prendre une clé, puis à tourner un peu, puis c'était réglé, c'était fini. Il va rire de moi, mais moi, je connais rien là-dedans. Mais c'est un peu le même principe de dire, je vais aller chez quelqu'un, puis finalement, il m'appelle, puis il a mal au ventre, puis il est peut-être juste constipé, ou, tu sais, des fois, ben, il connaît pas, il est stressé, il sait pas ce qui se passe. Lui, dans sa tête, il va peut-être mourir, il a googlé peut-être sa maladie, il a un cancer depuis 15 ans, puis il sait pas, puis c'est ça que Google lui a dit. Fait que lui, il est très nerveux, puis on doit le réconforter, puis ben, l'amener à l'hôpital faire des examens. Il y a d'autres personnes, c'est des personnes âgées, puis ils n'ont pas d'autres moyens de se rendre à l'hôpital ou ils n'ont pas la force de se rendre à l'hôpital non plus, de se rendre juste, descendre les marches de leur résidence ou de leur bloc appartement, puis de se rendre au taxi. Mais ils ne sont pas capables de se rendre jusqu'au taxi à pied parce qu'ils ont mal partout, ils ont mal dans les hanches, ils sont trop faibles. C'est ça, les gens. Mais des vraies histoires ils nous ont appelés parce qu'il s'est fait mordre par une araignée puis il a peur un peu, c'est vraiment rare. Il y a des vieilles légendes urbaines qui disaient qu'ils voulaient aller au CHUL pour aller magasiner à Place Laurier en face. Dans ma carrière, en 20 ans, je n'ai peut-être 1 ou 2 patients pour dire qu'il vraiment, il a appelé puis c'était vraiment ridicule. Le reste, il y avait un certain besoin de l'ambulance. Puis, comme Ariane l'a dit, mais nous, on est obligé de les emmener. On ne peut pas refuser aucun transport. Donc, si ce n'est pas des patients qui abusent, c'est qu'il n'y a pas assez d'ambulances sur les routes. Pourquoi il n'y a pas assez d'ambulances sur les routes, Ariane? On a les ambulances, on a le staff, puis là, il nous manque un vouloir politique. Dans le fond, l'ambulance, c'est des permis, comme des permis de taxi. Fait que nous, du jour au lendemain, on déciderait de mettre 15 ambulances de plus sur le terrain, ben on peut pas. Ça prend des permis, puis les permis sont octroyés par le gouvernement. On le dit, on le nomme, puis là, la compagnie est d'accord, le CIUS est d'accord, puis là, le ministère fait je ne sais quoi. T'sais, là, on attend juste le OK du ministère de la Santé parce que tout le monde est d'accord. Là. Tout le monde se dit oui, il y a une surcharge, la population a augmenté, ça fait plus de 6 ans qu'on n'a pas eu d'ajout permanent pour la Ville de Québec. Il faut faire quelque chose, mais ils attendent. Ils préfèrent faire des ajouts qui sont temporaires. Le superviseur va appeler la centrale 911, c'est la centrale 911 qui met les ajouts sur la route. Il va dire là, ça commence à rouler, là. On aurait besoin. Ah, OK, ouais. OK, on va checker ça. Puis là, 15 minutes après, oh, je vais te prendre un ajout finalement. Mais là, le paramédic a 1 heure pour se rendre au travail. Fait qu'1 heure et quart plus tard, il y a un paramédic dans une ambulance. Mais ça fait 1 heure et quart que ça va pas bien puis qu'il n'y a plus aucune ambulance disponible dans la Ville de Québec. T'sais. Puis ça, je le répète à chaque fois que je parle à des gens de mon métier, là, mais plusieurs fois par jour, il n'y a aucune ambulance disponible sur le territoire de la capitale nationale. Là. Fait que c'est vraiment fâchant, puis c'est effrayant aussi, là. Depuis 2019, il n'y a pas eu d'heure d'ajouter, donc d'ajustement sur l'ambulance. Depuis 2019, ça fait bientôt 6 ans. Ça fait 6 ans de tout ça. L'augmentation de la population, vieillissement de la population, nos appels sont de plus en plus longs parce qu'on va faire certains actes qu'on ne faisait pas à l'époque. Dans les hôpitaux, mais c'est beaucoup plus achalandé que ça l'était. Il y a toujours eu des urgences qui débordent, mais là, c'est de pire en pire. Il y a un exode de travailleurs de la santé. Ce qui fait en sorte que, mais oui, d'y aller à l'hôpital, puis ça me prend 1h30, 2 heures faire un appel, mais des fois, de ce temps-ci, c'est pas long. On a vu il y a 3 semaines une équipe qui a été, en fait, changée pour une autre équipe. Donc, c'est 2 équipes, mais en tout, c'est 9 heures pour un patient qui a attendu dans un corridor avec une ambulance. 9 heures de temps. Plus d'appels, donc plus longtemps, plus d'anxiogènes depuis la pandémie, mais pas plus de véhicules, pas plus de flotte, pas d'aide supplémentaire pour les paramédics. Fait que dans le fond, on aurait le personnel, on aurait les véhicules. C'est juste une volonté politique qui n'est pas là. Exact. C'est incompréhensible. Parce que moi, je me souviens que à chaque fois que dans les médias, il y a quelqu'un qui décède parce que l'ambulance n'est pas arrivée à temps, ben on va pointer du doigt les paramédics, on va pointer du doigt l'ambulance, mais ce que je comprends, c'est qu'il faudrait pointer du doigt le gouvernement puis le ministre. Là. Oui, puis en plus, c'est arrivé très, très près du premier ministre, là, son conseiller au Parlement qui a attendu l'ambulance 30 minutes, mais il n'est rien arrivé. T'sais, nous, on se dit tout le temps, OK, là, c'est arrivé très près du premier ministre, on va avoir les ajouts, ça y est. T'sais. Ils vont avoir eu assez peur, malheureusement, parce qu'il faut tout le temps se rendre là. Il faut tout le temps se rendre à ce qu'il arrive un accident, qu'il arrive un décès pour que ça bouge. Puis on se dit, hey, c'est réglé. On va avoir nos heures. C'est arrivé très, très près du premier ministre, puis... guess what, il n'est rien arrivé, il n'y a aucun ajout. Là. Fait on se demande vraiment qu'est-ce que ça va prendre. Ben, en tout cas, moi, je trouve ça très inquiétant de se dire que ça va prendre, j'allais dire un drame, mais non, parce qu'il y en a déjà eu. Ça va prendre d'autres drames, mais combien ça va en prendre? Mais c'est sûr qu'à travers cette perspective-là, je peux comprendre de vos membres, de vos collègues qui
vivent une perte de sens de leur métier. Ça sert à quoi qu'on fasse ça? On n'est même pas reconnu par, comme ce que tu viens de dire, le premier ministre qui a vécu le problème avec quelqu'un de très proche de lui. Je voudrais revenir un peu à la santé mentale. Vous êtes quand même très touché par toute la problématique du burn-out, de l'épuisement professionnel. Est-ce que c'est tabou dans votre métier ou il y a de l'ouverture là-dessus pour en parler? C'est de moins en moins tabou. À mes débuts, ça l'était extrêmement. Un peu comme dans plusieurs métiers d'hommes là, à l'époque. C'était majoritairement des hommes qui faisaient l'ambulance. Ça a changé beaucoup dans les dernières années avec le DEC, avec de plus de femmes. Mais à l'époque, c'était extrêmement tabou. On ne pouvait pas en parler. Mais maintenant, à Québec, malheureusement, on a eu énormément de suicides de nos collègues de travail. Et depuis ce temps-là, mais ça a aidé à ce que les gens puissent en parler. Donc, on a des pères aidants maintenant qui sont là pour, pas nécessairement être capable de parler avec nous, mais du moins de voir les signes chez quelqu'un qui commence à être en dépression ou qui a un problème de santé mentale puis qui a besoin d'être vu, soit par l'employeur ou travailleur social, un psychologue. Donc, c'est des gens qui sont formés pour regarder, pour voir ces signes-là avant-courage chez les paramédics. On s'en parle beaucoup entre collègues. Donc, dans le camion, on travaille énormément en équipe toujours. Donc, on va se parler entre nous. Ça va nous aider à s'aérer un peu. Et depuis quelques années, il y a une travailleuse sociale qui est géniale, qui est spécialisée dans tous les métiers d'urgence et qui vient nous voir lorsqu'il y a des gros événements à la demande de l'employeur. Donc, on dit, là, il est arrivé de quoi de très grave. Et elle se déplace jusqu'à la caserne pour rencontrer les paramédics qui ont été touchés par l'événement. Mais on en parle de plus en plus, mais ça l'arrive encore malheureusement. Le après est bien pris en charge, comme Ariane l'a déjà dit, mais le avant, pour être capable de garder nos défenses, ça veut dire d'arrêter de rouler et de dire je viens d'avoir un appel qui est très difficile, je vais me prendre 10 minutes là, pour en jaser justement. Comment je me sens, comment tu te sens, puis c'est super important. On n'est pas capable de le faire, il faut se dépêcher encore faire un autre appel, c'est là le gros bobo. Puis donc, tu le disais, c'est de moins en moins un métier d'homme. Vous avez des femmes qui sont paramédics aujourd'hui. Ariane, est-ce que tu dirais que l'arrivée des femmes dans votre métier fait en sorte que ça a fait baisser un peu les tabous? Est-ce que tu dirais que les femmes en parlent plus ou c'est une idée reçue de ma part? Non, je pense que oui, on a plus de facilité, je pense, à verbaliser ce que l'on ressent. Je pense qu'on est capable aussi de voir nos collègues masculins d'un différent œil, justement d'être capable de voir plus un peu les signes avant-coureurs. Puis quelque chose que je vois beaucoup aussi auprès des collègues, c'est on a tous un humour un peu cynique. Là. On tourne le dramatique. Tous les événements traumatisants qu'on voit, on les tourne un peu à la blague. Des paramédics, là, on faudrait pas avoir des micros dans notre salle de lunch. Là. C'est souvent épouvantable ce qu'on dit, mais c'est ça. C'est un de nos facteurs de protection là-dedans, je pense. Mais c'est quand même fou parce que, je me rends compte que vous êtes capable d'en parler. Mais dans le fond, ce qui manque, c'est l'espace, c'est le temps pour prendre le temps d'en parler. À la salle de lunch, faire des blagues, tant mieux si vous êtes capable d'en rire puis de pouvoir revenir là-dessus pour dédramatiser. Mais ça reste que c'est encore et toujours la pression. Puis cette pression, on le rappelle, elle est due au fait qu'il n'y a pas assez d'ambulances sur la route. Et s'il n'y a pas assez d'ambulances sur la route, mesdames et messieurs, c'est la faute du gouvernement. En fait, c'est encore une fois, comme dans beaucoup de problématiques de santé mentale au travail, c'est un cercle vicieux qui s'auto-alimente. Des gens qui sont en dépression vont amener leur problématique à la maison. Là. C'est un gros, tu as parlé de cercle vicieux, mais c'est les gens qui ne vont pas bien au travail, qui amènent ça à la maison, qui ne vont pas bien à la maison. Il y a beaucoup de divorces ces derniers temps, des séparations, des divorces, donc parce que les gens ramènent à la maison des problématiques qu'ils ne devraient pas. Mais si ça ne va pas bien à la maison, mais c'est sûr que ça n'ira pas bien non plus au travail. Donc, c'est toutes des problématiques qu'on vit. Est-ce qu'il y a du positif? Est-ce qu'il y a des mesures que vous prenez, que votre employeur prend, qui, selon vous, va dans la bonne direction? Bien, on a mis en place, syndicalement, on a mis en place un fonds. Donc, c'est un fonds que tous les paramédics de la province vont cotiser, qui permet que les paramédics et leurs familles, au besoin, d'aller consulter à l'interne et à l'externe des services de la Maison de la Vigile. Donc, c'est une maison de thérapie qui est spécialisée dans les métiers uniformes, donc pour les chocs post-traumatiques. Alors, on s'est ouvert ça et du moment qu'on l'a pris, bien, il a fallu augmenter notre part de cotisation parce que c'était surutilisé. Les gens, finalement, ont eu besoin d'aller se faire consulter, soit à l'interne. On a beaucoup de paramédics qui sont allés à l'interne. Il y a des gens qui venaient nous voir pour dire « Hey Fred, je te remercie d'avoir mis ça sur place parce qu'aujourd'hui, je serais mort. » Tu sais? Fait que tu fais comme « OK, on pensait que l'impact serait grand, mais pas à ce point-là. » Puis finalement, de se faire des rencontres, tout le monde ensemble dans la province pour dire « OK, là, la Maison de la Vigile a plus assez d'argent de nous parce qu'il y a trop de demandes pour le service. »
d'augmenter nos cotes. Là, c'est stabilisé, ça va bien. Il y a des services à l'externe, donc ça veut dire que je suis capable d'avoir un psychologue ou un travailleur social je ne suis pas obligé d'être enfermé pendant quelques mois pour me soigner, mais j'ai besoin d'aide pareil. Donc, ça va bien. Certaines entreprises, ils ont emboîté le pas également. Ils ont dit, écoutez, on va participer nous aussi. On va changer notre PAE pour faire en sorte de participer avec la Maison de la Vigile. Comme j'ai parlé, ils ont fait affaire avec maintenant une travailleuse sociale qui est Julie Nadeau, qui travaille dans la province au grand complet, qui est géniale. C'est une machine, cette fille-là. Elle a sauvé des vies. Elle est incroyable. De l'autre côté, ce qui va pas bien, depuis 1 an, là, c'est les critères de performance que le ministère nous demande, qu'il y a une obligation de l'employeur qu'on soit performant. Là, maintenant, là, c'est pas eux qui doivent être performants. C'est pas eux qui doivent nous donner des heures pour travailler. Ça veut dire qu'on doit être capable d'en faire plus avec moins. Mais ça veut dire, oubliez de manger, oubliez de finir à l'heure, oubliez vos enfants à la garderie, oubliez vos enfants à l'école. Vous ne finirez pas. Votre quart de travail de 12 heures va être rendu de 13 ou 14 heures. On va vous donner des pinottes pour le faire. Dépêchez-vous. Puis quand vous allez être brûlé puis vous allez tomber au combat, mais c'est pas grave. Allez faire d'autres choses. Je m'en sac. Allez travailler au IGA. Il y a d'autres paramédics qui attendent puis qui vont le faire. Puis, tu sais, on est vraiment géré comme une shop des années 20. Là. Moi, j'aime bien dire qu'on n'est pas une shop à souliers. Tu sais, je suis un service d'urgence. Je suis un service à la population. Puis là, je vais être subventionné à mon rendement. C'est vraiment dégueulasse qu'on soit rendu là. Par exemple, là, quand on va avoir un appel à haut potentiel traumatique, là, je me dis, hey, gars, je vais prendre 20 minutes avec mon collègue. Là, on va juste dégazer, penser à autre chose, en parler. Là, il faut que j'appelle mon superviseur pour dire, salut, j'ai eu un appel à haut potentiel traumatique. Je vais prendre 10, 15, 20 minutes pour dégazer avec mon collègue. Lui, il faut qu'il appelle la centrale 911 pour dire « Allô, tel véhicule va prendre 15-20 minutes pour dégazer parce qu'ils ont pogné tel appel. » C'est trop, tu sais. C'est vraiment trop. On est vraiment micromanagé sur bien des affaires. Fait que ça vient, encore une fois, presser le citron sur tout ce qui nous entoure. Tu sais, là, faut toujours se dépêcher. Le gouvernement, ce qu'il voudrait faire là-dessus, c'est « Hey, prends pas le temps de te reposer. Là, ça, c'est pas grave. Si tu le fais pas, m'a donné une belle petite prime. » Une petite tape dans le dos, un petit 50 cents de plus là, par quart de travail, là, pas de l'heure parce que ça serait même trop. Prends ta prime, là, dépêche-toi, fais ça vite. Là. C'est la performance, c'est ça l'important. Il faut que tu en fasses le plus. Là. Mais prends pas le temps de t'aider, puis prends pas le temps d'aider tes patients. Là. Amène-le, comme Ariane l'a dit, point A, point B, parle-y pas au pire. Là. Tant que tu l'amènes, moi, ça fait mon affaire. Mais tu vois, l'étude de Lucar dont je parlais là, sur la santé des paramédics, il faut quand même réaliser une chose. Là. Puis Fred t'en a parlé beaucoup. Il y a des suicides, puis le burn-out, c'est une forme de dépression. Puis moi, la dépression, je dois le répéter souvent, la dépression, c'est une maladie grave pouvant entraîner la mort. Quand tu disais, Ariane, vous êtes géré comme une shop des années 20, moi, là, la comparaison que je ferais, c'est, dans le fond, vous êtes une mine d'amiante de la santé mentale. C'est-à-dire que les travailleurs dans les mines d'amiante, ils travaillaient là, ils s'empoisonnaient, puis ils mouraient du cancer quelques années après. Ils étaient exposés à un risque. On s'en doutait un peu, on ne savait pas trop. Vous, c'est pareil, sauf que c'est un risque psychosocial. Puis là, on a encore un gouvernement qui décide de vous ignorer. Tantôt, tu parlais, Ariane, de prendre 20 minutes. Mais après, les appels à fort potentiel traumatique, comme tu disais, c'est rien, 20 minutes. Là. C'est pas grand-chose. Puis c'est même pas le minimum. Là. Donc, j'ai l'impression, puis je ne veux pas être négatif là-dedans, mais on est-tu en train de sacrifier nos paramédics au Québec? C'est l'impression qu'on a. Moi, j'adore ta comparaison, soit dit en passant. Là, c'est la première fois que je l'entends et je l'adore. Puis c'est totalement ça. Les récents chiffres, ce qu'ils disaient, c'est que la population régionale va être confrontée à 1 ou 2 événements traumatiques dans toute leur vie. Les paramédics, c'est 300. Lorsqu'on regarde le niveau de choc post-traumatique dans tous les métiers, on est le top 1. T'sais, on n'est même pas proche du top 2 qui est les militaires. Puis nous, la problématique, c'est un choc post-traumatique souvent de carrière. Donc, c'est pas, ça arrive d'un événement unique, ça va arriver, mais les paramédics vont subir un choc post-traumatique de carrière. Donc, c'est vraiment plusieurs traumatismes qui vont venir. Ben, c'est ça, le gouvernement, il se fout totalement de nous autres. Là. Écoutez, je me souviens plus, Fred, c'était qui avait complètement méprisé cette étude-là également. C'est Dominique Chaput qui est un ancien directeur des opérations de la compagnie qui est rendu le top 1 de Santé Québec pour le préhospitalier, que lui a regardé cette étude-là, puis il dit ça, mais c'est carrément de la merde. Là. C'est biaisé, rien, c'est biaisé, c'est pas vrai. Ça vaut rien. Là. Puis il y a plusieurs autres études. On peut prendre celle-là qui est tout récente, mais il n'y a pas de vieilles études parce qu'il n'y avait pas d'études sur nous avant. Avant qu'on réussisse à faire affaire avec la vigile, c'est là qu'ils se sont rendus compte, avec le service qu'on demandait, qui disait, mais écoute, il y a une réelle problématique. Là, les études ont commencé à sortir chez les intervenants, les paramédics. Cette personne-là, il s'en fout totalement. Là. C'est pas vrai. Puis à la limite, mais tu te tasseras, puis on va en prendre un nouveau. Là. C'est pas grave. Il y en a encore des jeunes qui veulent travailler.
À Québec, on est chanceux. Dans d'autres régions du Québec, mais il y a une pénurie de main-d'œuvre de paramédics. C'est pas rare d'avoir des stagiaires dans notre compagnie, de dire hey, moi, je reste pas ici. Là. Écoutez, là, ça fait 2 semaines que je fais mes stages, j'ai pas mangé une fois. C'est une derrière l'autre. On se fait rencontrer par les superviseurs parce qu'on se dépêche pas assez. C'est clair que je reste pas. Je travaille 7 jours sur 7. Noël, jour de l'an, 0,24 heures. Ça veut dire que je vais être de nuit, de jour, de soir. Mon horaire va être chamboulé. J'aurai aucune vie sociale. Là. Si j'ai pas de blonde ou de chum à ce moment-là, là, je mets ma vie sur pause. Là. Je mets ma vie sur mes amis sur pause, ma vie de famille avec mes parents sur pause, mes frères et sœurs, je mets tout sur pause pour ne vivre que de l'ambulance, pour faire dire ben, écoute, tu peux bien crever, c'est pas grave, je vais te remplacer. C'est ça qu'on vit présentement par le gouvernement. Là. C'est pas juste le gouvernement, c'est les gens qui travaillent pour le gouvernement, qui sont des hauts placés de Santé Québec aujourd'hui, puis qui essaient de gérer de l'ambulance, de leur tour d'ivoire, puis qui sont incapables de voir la réalité terrain. En tout cas, moi, l'étude que j'ai utilisée pour préparer cette rencontre, je vais la mettre sur le site internet lanceurdarrête.ca. Je vous invite à aller la regarder. Écoutez, c'est extrêmement crédible. C'est des professeurs d'université. C'est pas moi qui ai griffonné ça avec ChatGPT dans un coin. Là. C'est tout à fait sérieux. Je vous encourage à la lire parce que ce que les scientifiques qui l'ont faite veulent, c'est que cette étude mène à des mesures concrètes pour aider les paramédics. Puis c'est des gens qualifiés dans ce milieu-là qui ont fait une étude sérieuse. Donc, on a un gouvernement qui vous méprise, qui va, à un moment donné, vivre avec le karma, qui va avoir de moins en moins de paramédics. Mais le problème, c'est que c'est pas eux qui vont payer le prix, c'est la population. En terminant, j'aurais le goût de vous demander si vous aviez une seule mesure à mettre en place demain matin pour aider les paramédics, en général, puis au niveau de la santé mentale, qu'est-ce que ça serait? Demain matin, ce que ça prend, c'est de l'ambulance. C'est beaucoup d'ambulances. On évalue ça à environ une quinzaine d'ambulances de plus par jour. C'est là qu'on a besoin. Avec un peu d'éducation, c'est sûr, certains de la population, ça va aider, mais on n'a pas le choix de passer par l'ajout. L'ajout d'ambulance va donner du service à la population, va enlever de la pression chez les paramédics, ils vont être capables de prendre le temps de vivre leurs émotions, de vivre leur travail, puis les appels qu'ils vont faire. Ils n'arrêtent pas de nous parler de la rétention dans les urgences, de dire mais là, il faut régler la rétention, le temps d'attente des ambulances. Oui, il faut le régler, mais ça fait 10 ans que j'entends parler de ça du ministère et c'est juste de pire en pire par les autres actions du gouvernement qui font en sorte que ça vient de pire en pire. Donc, on ne peut pas dire je vais l'arrêter, il faut le prendre en compte. Et le prendre en compte, ça veut dire que ce n'est pas rajouter 1 ou 2 véhicules, mais c'est d'être capable d'en rajouter 10 à 15 véhicules pour qu'il y en ait dans la ville de Québec. Il y a 5 points de service dans la ville de Québec pour qu'une ambulance puisse attendre. Et il n'y a aucun des points de service qui est couvert ou qu'il y a une ambulance qui attend. On n'est pas capable de se rendre sur nos points de service. Moi, l'image que j'aime donner pour les points de service, c'est comme si toutes les casernes de pompiers de la ville de Québec étaient vides. Parce que tous les pompiers sont tous en train d'éteindre des feux. C'est effrayant, là. Mais c'est ça pour l'ambulance, puis tout le monde fait comme c'est pas grave, c'est normal. Tout va bien. Tu sais, Fred, tu parlais d'une quinzaine d'ambulances. Je ne sais pas combien ça coûte, mais c'est clair que ça ne coûte pas aussi cher que l'usine Nordvolt. Là. Puis, c'est vraiment, vraiment une question de volonté politique. Donc, on va contacter nos députés. On va mettre un peu de pression, nous, en tant que citoyens. Puis, quand vous croiserez des paramédics qui auront la chance de prendre un petit café au Tim Hortons, gênez-vous pas pour aller leur dire merci pour le travail qu'ils font. Ça peut peut-être changer leur journée. Ils vivent des choses difficiles et dans une indifférence qui est effrayante, pour reprendre le terme que tu as utilisé, Ariane. Mais il va me rester à vous remercier d'avoir été présent au podcast, au micro. Ça a été hyper intéressant et lâchez pas votre bon travail, puis merci d'avoir été là. Hey, merci de l'invitation. Super. Un gros merci à toi. Oui, merci beaucoup. Alors voilà, j'espère que vous avez apprécié cette rencontre. Comme Fred nous l'a mentionné dans l'épisode, n'hésitez pas à aller interpeller le maire, le député, les représentants politiques de votre localité parce qu'on a bien compris dans cet épisode que les problèmes des paramédics relèvent en grande partie d'un manque de volonté politique. Je vous laisse là-dessus. Je vous remercie d'être à l'écoute. Merci de partager le podcast. Merci de partager mes publications sur les réseaux sociaux. Lanceur d'arrête, c'est un rendez-vous. Abonnez-vous.